se volatilise à nouveau. Et pour y parvenir, le lieutenant Eccles a sa petite idée. Il lui fait croire qu'il a d'autres preuves contre lui. Il fallait absolument que j'arrive à lui soutirer des informations suffisamment solides pour demander un mandat d'arrêt contre lui. Je lui ai fait croire que j'avais un témoin, ce qui était complètement faux. Je lui ai raconté qu'un de ses collègues, qui travaillait avec lui dans la résidence universitaire, était venu nous voir pour nous dire qu'il l'avait vu passer dans les environs avec un sac à dos jaune la nuit du meurtre. J'ai même été un peu plus loin en lui faisant croire qu'on avait relevé des empreintes dessus et que c'était les siennes. Et là, tout de suite, sans que j'aie eu à dire quoi que ce soit d'autre, il m'a dit « Je n'ai pris que 10 $ dans ce sac ». Là, j'ai su que je le tenais. Il s'est fait avoir comme un débutant. Wollaston est arrêté et la cour l'oblige à fournir un nouvel échantillon d'ADN. Les résultats sont sans appel. L'ADN prélevé sur le corps de Susan Shoemake est bien le sien. J'en connaissais suffisamment sur l'ADN pour savoir que les chances pour qu'il y ait une erreur étaient, dans ce cas, de 1 sur 300 millions, suivant l'estimation la plus modeste. Le procureur ne comprend pas le mobile du meurtre. Il suppose que Wollaston a croisé Susan alors qu'elle marchait seule sur le sentier et qu'il a eu envie de s'en prendre à elle. C'était la fin de la journée et personne n'a entendu les cris de la jeune femme. Il laisse derrière lui son ADN, puis il s'enfuit en emportant son sac à dos. Il vole les 10 $ qui étaient dans son portefeuille avant de jeter le sac dans la rivière. Mais en quittant les lieux, il fait tomber sa trousse de toilette avec à l'intérieur une prescription médicale à son nom. Il s'en est pris à elle comme ça, sur une impulsion. C'est ça le plus effrayant. Il ne l'avait pas suivie, il n'avait rien prémédité. C'est simplement qu'elle s'est trouvée au mauvais endroit au mauvais moment. Malgré les preuves accablantes qui pèsent contre lui, Wollaston plaide non coupable. En mars 2006, 20 ans après le meurtre de Susan, il est jugé coupable d'assassinat et condamné à 40 ans de réclusion criminelle. Depuis, l'université a fait construire une passerelle afin que les étudiants n'aient plus à emprunter les petits sentiers où Susan a été assassinée. En souvenir de l'étudiante, la passerelle porte son nom. Un jour, ma femme m'a dit « Je me demande combien ça coûte de faire construire une passerelle comme ça. » Je lui ai répondu « Je ne sais pas, mais en tout cas, il a fallu la mort de Suzanne pour qu'il le fasse. » Tout ce qu'on fait, on le fait pour ça, pour que justice soit faite, parce que les familles méritent au moins ça. C'est pour elles qu'on va jusqu'au bout. Après le procès, je suis retournée sur les lieux. Et j'ai été frappée de voir que je n'étais pas la seule. Des gens étaient venus déposer des fleurs, des ballons. De toute évidence, ils avaient ressenti le besoin d'aller là-bas. Ça m'a beaucoup touchée. Au cours du procès, 19 témoins ont été appelés à la barre. La plupart d'entre eux étaient des policiers à la retraite ayant participé à l'enquête. Pour semer le trouble dans les esprits, l'avocat de la défense a contesté la validité des tests de l'ADN polymérase. Selon lui, les risques d'erreur et de contamination des échantillons n'offraient pas les garanties suffisantes pour incriminer son client. Pour contrecarrer cet argument, un enquêteur a utilisé une métaphore qui a fait basculer le jury en sa faveur. Imaginez un terrain de football capable d'accueillir 290 millions de personnes, a-t-il déclaré. Toutes les personnes dont l'ADN ne correspondrait pas à celui retrouvé sur la scène de crime s'assieraient en même temps. La seule personne restant debout serait l'auteur du meurtre. Et c'est vous, Daniel Wollaston, a hurlé le policier en désignant le prévenu. Après avoir délibéré 1h30, le jury a rendu son verdict, reconnaissant Wollaston coupable d'homicide avec préméditation. Une fois la sentence prononcée condamnant Wollaston à une peine de 40 ans de prison, des centaines d'habitants de Carbondale
sont allés déposer des tulipes jaunes et des ballons à l'effigie de Suzanne le long du sentier où elle avait été sauvagement assassinée. Chers amis, cette émission est maintenant terminée. Merci bien sûr de l'avoir suivi et j'aurai grand plaisir à vous retrouver pour de nouveaux épisodes des Enquêtes Impossibles. Un meurtre laisse perplexes les détectives les plus expérimentés. C'était une scène de crime effroyable. Car il leur fournit très peu d'indices. Il n'y avait aucun signe de lutte dans l'appartement. S'agit-il d'un crime sexuel commis par un amoureux éconduit? Son corps était dans une position très suggestive. C'était difficile d'imaginer qu'on puisse être capable d'une chose pareille. Jusqu'à ce que les révélations d'un homme dévoilent un mobile inimaginable et un tueur au passé chargé. Un corps calciné. Le corps était méconnaissable. Un indice est fourni par un matériau de construction. Mais qui est la victime? Le plâtre n'était pas normal. Ça m'a interpellé. Je n'avais jamais vu ça. Et qui voulait l'éliminer? Je dois imaginer à quoi il ressemblait avant d'être brûlé. Bonjour, soyez les bienvenus sur ce plateau. Nous allons suivre ensemble deux nouvelles affaires des Enquêtes Impossibles. Dans nos sociétés occidentales, jeunesse et beauté font l'objet d'un culte qu'alimente publicité, cinéma, presse people. Mais d'icônes adulées, les jeunes et jolies filles peuvent rapidement se transformer en victimes potentielles. Surtout si elles aiguillonnent involontairement les fantasmes sexuels d'individus psychologiquement perturbés. Que faire dans ce cas pour les protéger des prédateurs? Jacksonville, en Floride. Ses plages de sable ensoleillées, son climat subtropical. Pour Cory Parker, 25 ans, c'est la ville idéale pour faire des études universitaires. Elle apprécie bien plus cet endroit que sa ville natale de Rochester dans l'État de New York, où les hivers sont plutôt rudes. Cory était magnifique. C'était une jeune fille très grande et charismatique. Mes meilleurs souvenirs avec elle, ce sont nos soirées entre filles. On louait des vidéos et on restait traîner à la maison. Cory travaille comme serveuse pour payer ses études. Mais un jour, pendant les vacances de Thanksgiving, elle ne se présente pas à son travail. Ses collègues commencent à s'inquiéter. Ils ont tout de suite pensé qu'il lui était arrivé quelque chose. Le directeur a donc demandé à l'un des cuisiniers d'aller chez elle pour voir si tout allait bien. La porte de son appartement est fermée, mais son collègue regarde à l'intérieur et aperçoit le corps de Cory sur le lit. Elle est couverte de sang. Cette scène de crime était l'une des pires qu'on ait vues dans ce comté en termes d'atrocité. Il y avait du sang dans toute la chambre. Elle était couverte de sang, comme si on avait enduit son corps avec. Le crime semble avoir été mis en scène. Le corps de Cory avait été placé dans une position très suggestive. Elle était nue, ses jambes étaient écartées. Tout indiquait qu'il s'agissait d'un crime d'ordre sexuel. Peut-être une façon pour le tueur de narguer la police. Son corps avait été déplacé. Il était maculé de traces, d'empreintes de mains. Il était clair que le meurtrier avait passé du temps à le manipuler. Fait surprenant, l'autopsie ne révèle aucune trace d'agression sexuelle. Cory Parker a été poignardé à 101 reprises. Je crois que 54 de ses blessures avaient été infligées post-mortem. Cet acharnement indique aux enquêteurs que le meurtrier avait un lien avec la victime. La police apprend que la veille, Cory a passé la soirée avec des amis dans un bar des environs. D'après les témoins, elle est partie vers 1h du matin. Les vêtements que Cory portait au bar sont retrouvés soigneusement pliés au pied du lit.
Nous savions également qu'elle s'était préparée pour aller dormir et qu'elle s'était déjà mise au lit. Nous savions qu'elle était couchée lorsqu'elle a été agressée. Par conséquent, soit son meurtrier l'attendait cachée dans la penderie de sa chambre, soit il s'est introduit après dans son appartement. Les enquêteurs trouvent un Zippo plaqué or dans la chambre de Corey. Corey fumait, mais aucun de ses amis ne reconnaît ce briquet. Les enquêteurs essaient de relever des empreintes dessus, mais il n'y en a aucune. Pour nous, il était clair que ce n'était pas le briquet de Corey. La police découvre des taches de sang sur le comptoir de la cuisine, ainsi que sur les appuis intérieurs et extérieurs de la fenêtre située au-dessus de l'évier. La police en conclut que le meurtrier est entré et sorti de l'appartement par la fenêtre de la cuisine.